Un stand MG, un stand BYD, un stand Lucid. Au salon de Genève, les constructeurs chinois exposent toutes leurs nouveautés. Ces marques se font de plus en plus une place sur notre marché. Quels sont ces nouveaux modèles? Quelles sont ces nouvelles technologies? On fait le point dans son numéro spécial voiture Made in China dans Route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Cette émission, on la débute avec une marque anglaise devenue chinoise et qui gagne petit à petit des parts de marché en France et en Europe. Son nom, c'est MG. Alors ici au Salon de Genève, fin février, la marque vient de dévoiler la MG3 Hybrid Plus. J'espère que je ne me trompe pas dans le nom. Une compacte hybride de la taille d'une Renault Clio ou d'une Peugeot 208. On en parle tout de suite avec notre premier invité, Clément Lefebvre. Bonjour. Bonjour Pauline. Donc porte-parole, MG Motors France. Cette petite voiture, elle va venir concurrencer les modèles les plus vendus en France. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors c'est une voiture qui arrive avec un tout nouveau système hybride. C'est la première MG 100% hybride non rechargeable. Et donc c'est une voiture qui arrive avec ce qu'on appelle l'hybride plus. Vous l'avez bien noté. Pourquoi plus? Parce qu'en fait, elle va donner vraiment le sentiment de conduire une voiture électrique jusqu'à 80 km/h. C'est le moteur électrique qui sera le principal mode de propulsion de la voiture et non le moteur thermique qui, lui, va venir recharger la batterie. Mais alors justement, la puissance totale, puisqu'il y a un moteur thermique et un moteur électrique, la puissance totale de cette voiture, elle est quand même finalement assez importante. Alors chez MG, on a toujours des voitures qui sont sympas à conduire. C'est vraiment une de nos leitmotifs quand on est en développement des voitures. Il faut que la voiture elle soit sympa et qu'elle donne le sourire. Et donc là, effectivement, on a beaucoup de puissance puisqu'elle est à 195 chevaux. Quand le moteur électrique et le moteur thermique travaillent de concert, on fait de 0 à 100 km/h en 8 secondes et même des reprises ultra canon puisqu'elle fait de 80 à 120 en 5 secondes. On parle accélération, on a parlé puissance. Bon, on va parler consommation parce que c'est l'intérêt d'avoir aujourd'hui une hybride. On se situe comment avec cette voiture? L'hybride, en fait, il a un vrai intérêt sur les citadines parce que c'est des voitures qui sont utilisées beaucoup en zone urbaine. Et dans la vraie vie, c'est hyper important de récupérer l'énergie au freinage. Enfin, on connaît le principe. Sur cette MG4, on a 195 chevaux, tout en consommant 4,4 litres au 100 km sur le cycle WLTP, soit des émissions de CO2 de 100 grammes par kilomètre. On a parlé consommation, on va parler, est-ce qu'on a une idée justement de à peu près du pourcentage d'utilisation des clients, en combien de temps ils vont rouler en électrique par rapport au thermique? Alors la voiture, elle fait le switch toute seule. On ne peut pas appuyer sur un mode ou l'autre. On peut mettre un mode sport si on veut avoir toute la puissance tout de suite. Mais on a aussi un mode éco de l'autre côté pour privilégier la consommation. En gros, de 0 à 40 km/h, la voiture va fonctionner sans son moteur thermique. C'est vraiment en 100% électrique. Donc à l'accélération, au feu rouge, après un stop, on a la réactivité d'un moteur électrique et le silence de fonctionnement. Et ça va continuer en fait plus loin jusqu'à 80 km/h où dans cette phase-là, c'est le moteur thermique qui va venir alimenter un petit générateur qui va charger la batterie qui lui elle-même va entraîner les roues de la voiture. Au-delà de cette vitesse-là, on va passer plutôt en mode thermique, puisque c'est là où on est plus efficient, avec un moteur thermique par rapport à une électrique et avec une boîte de vitesse automatique. Et donc, en fait, pour le conducteur, c'est complètement transparent. Il va avoir vraiment un volume sonore très bas grâce à la motorisation électrique et en même temps l'efficience d'une voiture thermique sur les longs parcours. Vous le disiez, à l'instant, nouvelle technologie hybride, cette voiture, elle va arriver à quel tarif? Alors pour l'instant, les tarifs ne sont pas complètement fixés pour le marché français, mais la version d'entrée de gamme qui déjà intégrera CarPlay, Android Auto, une climatisation automatique, une caméra de recul avec des radars, vraiment tout ce qu'on peut demander aujourd'hui d'une citadine moderne, devrait débuter quelque part entre 20 et 21 000 euros. On parle hybride, finalement sur ce type de segment, sur le stand d'en face, il y a Renault avec une R5 électrique. Pourquoi être arrivé avec de l'hybride plutôt qu'avec une motorisation 100% électrique? Chez MG, on propose des produits qui sont sympas, mais qui sont avant tout pragmatiques. Et donc, aujourd'hui, le segment des citadines est vraiment le meilleur endroit pour implanter de l'hybride. Et on a à côté une MG4 qui, elle aussi, est très compétitive en tarif et qui offre plus d'espace à l'intérieur. Et aujourd'hui, les coûts de fabrication des batteries de la voiture font que, en fait, on arrive à proposer une citadine thermique hybride qui est compétitive. Une citadine, on va vite être au niveau de prix d'une MG4, donc on préfère que nos clients aient plus de confort, plus d'espace dans une voiture électrique compacte et d'avoir à côté une proposition qui soit alternative et qui va répondre à d'autres besoins, qui est une citadine hybride. Finalement, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que Renault, avec sa R5 électrique à 25 000 euros, ils ont réussi un sacré challenge. C'est un sacré challenge et elle est très sympa en plus la Renault. Non, vraiment, on est impatient de la voir sur nos routes, mais on ne s'interdit pas non plus de lancer une voiture en compétition dans quelques années. Donc on peut s'attendre à une MG3 électrique peut-être d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans?
Alors, on n'a pas de délai à donner et une MG3, peut-être que ce ne sera pas son nom, mais une voiture MG petite et électrique, pourquoi pas. Merci beaucoup Clément Lefebvre d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors cette MG3 face à ses concurrentes sur le marché européen, face au Toyota Yaris, face au Renault Clio, comment se situe-t-elle? On va en parler tout de suite avec notre prochain invité. MG arrive donc sur le segment des petites voitures hybrides. Quels sont les modèles qu'il va affronter sur le marché européen? On en parle tout de suite avec notre nouvel invité Antonin Morisco. Bonjour. Bonjour Pauline. Rédacteur en chef Auto Info. Alors là, on est sur de l'hybride. Quels sont les modèles qui vont être concurrencés directement par cette MG3 Hybride Plus? Alors MG d'abord arrive sur un segment qui est très porteur sur le marché européen puisque c'est celui des citadines, des petites citadines. Et sur ce segment-là, la MG3 hybride, elle va rencontrer frontalement la Renault Clio E-Tech et la Toyota Yaris. Là, on a un positionnement sur ce modèle qui s'annonce bien équipé en entrée de gamme avec des tarifs qui s'annoncent aussi assez bas. Est-ce que ça a de quoi inquiéter la concurrence? Alors oui, complètement, la concurrence a de quoi avoir peur avec ce modèle-là puisque MG propose une gamme très simple, 3 niveaux de finition très bien équipés dès le niveau d'entrée, une motorisation donc hybride qui est attendue par les consommateurs puisque c'est gage de faible consommation et faible émission. Donc cette MG3, elle peut faire vraiment très très mal aux stars du segment. Mais alors finalement, au Salon de Genève où nous nous trouvons, la star c'était la R5 électrique. Pourquoi MG finalement va sur ce modèle plutôt hybride au lieu d'aller directement sur les petites voitures électriques qui ont l'air d'être ce que recherchent aujourd'hui tous les constructeurs généralistes, surtout à moins de 25 000 euros? Alors les petites voitures électriques, c'est vrai que c'est un sujet, à moins de 25 000 euros, ça va arriver. Renault fait une première tentative avec cette R5 qui sera positionnée moins cher que la Mégane, ce qui est logique. Mais surtout, MG cherche à attirer une nouvelle clientèle qui a peut-être un peu peur de passer à l'électrique, sachant que sa gamme électrique est déjà très large. Alors que là, avec une citadine qui correspond à davantage de besoins et une motorisation qui est plus connue du grand public, ça devrait franchement le faire. Merci beaucoup Antonin Morisco d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va continuer notre exploration des nouveautés électrifiées Made in China qui arrivent sur le marché avec un modèle Made in China mais quand même un peu français. On va tout de suite chez Dacia. C'est l'une des nouveautés du salon de Genève. Dacia renouvelle la Spring. Alors cette année, la petite voiture électrique n'est plus éligible au bonus, mais le constructeur nous promet une voiture avec un contenu enrichi. Je vais tout de suite retrouver Julien Bonnet pour faire le point sur cette nouvelle Spring. Bonjour Julien, Julien Bonnet, journaliste BFM Auto, bonjour BFM Business. Alors cette Spring, quand on la voit sur ce salon de Genève, eh bien, on a l'impression qu'en fait c'est une nouvelle Spring, qu'il n'y a pas grand chose qui change, mais qu'en même temps il y a beaucoup de changements, surtout à l'extérieur. Oui, c'est ça, complètement. Si on la regarde comme ça, si on compare avec la version qui était commercialisée depuis 2020, en effet, elle fait beaucoup moins jouet. Hein. C'était la critique souvent qu'on avait, comme c'est vraiment un petit crossover SUV urbain. Hein. On rappelle 3,70 m, donc format hyper pratique en ville, mais avec ce côté surélevé et ses roues surtout très fines. Tout de suite, voilà, il y avait vraiment ce côté jouet. Et ça, je trouve qu'on en sort quand même beaucoup avec des codes design qui sont empruntés notamment au dernier Duster, hein, qui vient d'être présenté lui aussi, et qui, lui, voilà, ce côté quand même gros véhicule avec une signature lumineuse très moderne qui a été reprise donc par cette Spring. Donc la face avant elle change radicalement. On a aussi une nouvelle couleur voilà, qui va aussi comme ça revitaliser le catalogue. Et à l'arrière, c'est tout bête, mais un bandeau noir qui relie les feux, ça lui donne tout de suite un aspect beaucoup plus qualitatif. Alors il y a aussi l'intérieur. Est-ce que justement Dacia a fait évoluer l'habitacle de la Spring? Oui, cet intérieur, je trouvais qu'il avait nettement évolué. Là encore, la recette est la même, hein, elle reprend l'intérieur qui a été dévoilé sur le nouveau Duster. Et notamment, moi, ce que j'ai trouvé d'assez marquant, c'est plus de compteurs à aiguille. On passe à un écran des compteurs de série, quelle que soit la Spring qu'on achètera, et qui est prolongé par un écran tactile qui m'a semblé comme ça sur les premiers essais assez réactif, et avec le classique, hein, Android Auto, CarPlay, et aussi un intérieur qui fait beaucoup mieux fini, avec les petites astuces Dacia qui ont été introduites aussi sur le nouveau Duster. Donc des petites accroches, on va pouvoir en fait
fixer des gadgets qu'on pourra acheter sous forme d'accessoires. Bon, alors l'avantage de cette petite voiture, hein, c'est, je vous le rappelle, c'était une petite citadine électrique pour les trajets du quotidien à un tarif abordable. Justement, sur ce côté électrique, est-ce que Dacia a fait évoluer la taille de la batterie, la puissance du moteur? Non, c'est vraiment ce qui ne change pas hein, sur cette nouvelle Dacia Spring. En fait, pour eux, les retours utilisateurs, ils sont très bons sur ce point. On rappelle un peu la formule, mais c'est une petite batterie, hein, moins de 23 kWh, surtout en termes de poids, hein, donc elle fait moins de 190 kg. Et ça va participer à tout ce que explique Dacia sur finalement le côté vertueux de cette Spring. Elle est légère, elle fait moins d'1 tonne. Aujourd'hui, c'est très rare déjà chez les thermiques et sur les électriques encore plus, qu'on parle souvent justement de ce poids de la batterie. On garde aussi une gamme très simple, hein, 2 moteurs, 45 chevaux, 65 chevaux. On ne va pas battre des records de vitesse avec cette Spring, mais de toute façon, c'est pas le but. Hein. Ils nous ont partagé notamment les données qui ont été récoltées depuis le début de commercialisation de la Spring et c'est super intéressant parce qu'en fait, on découvre que les utilisateurs, ils roulent en moyenne 37 km par jour, 37 km/h. Donc on sait qu'ils roulent pratiquement 1 heure, 4 trajets et en fait 95% des trajets font moins de 70 km. Donc une autonomie, on le rappelle, hein, quelle que soit la version de la Spring, qui est à 220 km. A priori, pour tous les utilisateurs, c'est suffisant. Un temps de charge qui est relativement lent, même si on peut avoir en option une possibilité pour le booster, notamment sur les charges rapides. Si éventuellement on fait des trajets longs, ça peut arriver. Donc a priori, sur ce point, les clients sont très satisfaits. Donc Dacia, pour le coup, ne change rien à ça. On peut juste ajouter qu'ils proposent maintenant le V2L, donc la possibilité finalement à partir du port de charge de charger des équipements électriques. Donc voilà, pourquoi pas brancher un barbecue électrique, des dispositifs lumineux. Nous on l'a testé avec la fameuse cafetière électrique à capsule et donc ça marchait très bien. Par contre j'ai demandé, on ne pourra pas dépanner une autre Spring pour des raisons de normes, etc. Donc c'est une utilisation qui est toujours marrante de s'imaginer pouvoir se brancher à une autre voiture électrique en difficulté. Bon alors ça du coup ça n'arrivera pas, mais l'un des atouts de cette voiture, et c'est pour ça qu'on en parlait en fait dans ce numéro spécial voiture Made in China dans Route pour demain, c'était bien entendu son prix, hein, c'était l'électrique la moins chère du marché. Cette année elle ne sera plus éligible au bonus à cause des conditions environnementales qui désormais conditionnent l'attribution de ce bonus. Est-ce qu'en termes de prix on va rester quand même sur une voiture assez compétitive justement parce qu'elle est produite en Chine? Normalement Dacia l'assure, hein, ils disent qu'ils vont rester la voiture électrique la moins chère. Alors je pense qu'il y a une subtilité, c'est que ça restera la voiture électrique la moins chère sans les aides, notamment face à elle il y aura une certaine Citroën IC3 hein, qu'on attend beaucoup, qui elle sera made in Europe, donc pourra bénéficier du bonus. Et donc si on calcule finalement, Citroën a partagé un prix de base qui est juste en dessous du prix de base de la Spring si on retire le bonus. Voilà, donc je pense que c'était quand même d'un point de vue commercial la volonté de dire déjà nous on sera les moins chers avec l'aide auquel on aura forcément droit. Et là pour l'instant on n'a pas d'infos sur le tarif de cette Spring. On sait qu'ils vont avoir a priori un positionnement assez agressif, notamment face à cette nouvelle concurrence des autres marques chinoises et de Citroën qui se lancent dans le véhicule low cost made in Europe, mais on va bien sûr surveiller ça de près. Merci beaucoup Julien, enfin on reste avec toi puisque après avoir parlé eh bien, de la petite compacte hybride de MG, de la petite voiture électrique de Dacia, et bien maintenant on va parler d'une berline de taille moyenne d'un autre concurrent chinois, BYD. On va tout de suite partir avec toi et avec Jean-David Duhart pour essayer la Seal. BYD reste un géant chinois relativement méconnu alors qu'on fait face tout simplement au numéro 2 mondial de la voiture électrique, juste derrière Tesla. Mais la marque chinoise, elle réalise la plupart de ses ventes sur son marché d'origine et maintenant elle cherche à se développer en Europe. On découvre donc aujourd'hui le 5e modèle de sa gamme avec cette Seal, le phoque en anglais, même s'il n'y a pas comme ça de rapport évident avec le mammifère marin. Donc on est face à une grande berline hein, qui va finalement emprunter différents codes stylistiques à des marques bien établies, mais avec une cible toute désignée, hein, la championne de la catégorie, la Tesla Model 3. Cette Seal, elle fait 4,80 m de long. Et surtout, elle se démarque nettement au niveau du design et ça, c'est un vrai plus face à cette concurrente qui est maintenant bien établie dans le paysage automobile. La face avant fait bonne impression avec cette signature lumineuse atypique et un bec plongeant, reflet d'une certaine sportivité.
L'arrière fait tout de suite un peu plus banal et un détail peut vous montrer qu'on est aujourd'hui avec une version propulsion. Ici en fait on va avoir le nom de la marque et du modèle, donc BYD Seal, et sur les versions transmission intégrale il y a un mystérieux 3.8 qui est écrit juste en dessous, et ça en fait c'est le temps en secondes pour faire un 0 à 100 avec cette version transmission intégrale. Nous en propulsion c'est 5,9 secondes, donc c'est un peu moins flatteur. L'occasion de vous parler du coffre, il fait 400 litres, donc un coffre à malle comme sur la Tesla Model 3. Il est complété par un frunk, un coffre avant de 53 litres. Donc 2 points sur lesquels la Tesla elle gagne vraiment largement le match des volumes de coffre. Mais cette Seal elle se rattrape en fait sur l'espace à bord. C'est notamment le cas aux places arrière, très confortables et qui permettent de profiter pleinement de cet impressionnant toit panoramique, un vrai plus sur ce modèle. On passe maintenant à l'avant, on est loin du style très épuré des Tesla. Surtout dans ce bleu Tahiti, on peut avoir l'intérieur en noir en alternative. Et sinon, on soulignera le choix des matériaux assez variés dans l'habitacle et une finition plutôt bonne. Contrairement à la Model 3, on dispose d'un écran décompteur, donc ça va être assez pratique. L'affichage, il est sympathique. On a même, quand on passe en mode neige, un joli paysage de montagne qui apparaît. Cependant, ça reste parfois assez confus, justement en termes d'affichage ou pour accéder à certaines fonctions. On garde tout de même une bonne visibilité sur sa vitesse et sur les assistants de conduite en fonctionnement. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et plus original, on a l'affichage de la puissance instantanée en kilowatts. L'écran tactile de 15,6 pouces, ça reste la pièce centrale de cet intérieur. Et avec la petite fonction signature chez BYD, la possibilité de pivoter en un clic, en passant d'un mode horizontal à un mode vertical. Bon, ça reste un petit peu gadget, ça n'a pas grand intérêt à part que ça peut convenir finalement à tous les goûts, sachant qu'il n'y a pas de mode vertical possible si on passe sous Android Auto ou CarPlay. Je voulais aussi vous parler des réglages de climatisation qui se passent principalement à l'écran. Donc ça va être des fois un petit peu compliqué, surtout sous Android Auto ou CarPlay, vu qu'on n'aura pas de raccourci direct vers cet écran de réglage de la climatisation et qui permet aussi d'accéder au réglage de siège chauffant et ventilé. On va tout de même disposer de raccourcis physiques autour du bouton Start and Stop pour accéder aux fonctions principales comme l'activation, désactivation de la climatisation et du chauffage ou encore le désembuage. On passe maintenant au point plus négatif. On va notamment avoir une traduction très aléatoire dans les menus, mention spéciale pour les réglages portes et fenêtres ou aussi l'initialisation des graphiques dans un bilan conso qui est d'ailleurs assez pauvre en données, ou encore l'appellation du freinage régénératif qui est appelé intensité du feedback de l'énergie. Et enfin, on va avoir une note amicale à l'extinction du véhicule. On a aussi malheureusement connu quelques bugs comme une alarme de klaxon qui se déclenche a priori à cause du système de détection de présence d'enfants à bord, et même si cette fonction elle est désactivée et qu'il n'y avait absolument personne à bord. Un problème qui s'est répété plusieurs fois lors de nos arrêts sur des parkings notamment, donc pas très pratique pour être discret. Un cas qui est apparemment isolé mais qui pose question au moment où la marque BYD elle veut justement rassurer sur sa fiabilité. Et oui, c'est bien sur la route qu'elle se rattrape, cette BYD Seal, avec un comportement globalement assez confortable, notamment au niveau des suspensions et de l'isolation acoustique. On n'a pas trop de bruit d'air ou de roulement, donc ça c'est très important dans une voiture 100% électrique. On a un véhicule qui se révèle assez dynamique dans notre modèle d'entrée de gamme, donc en version propulsion. En fait, on va avoir un moteur électrique à l'arrière de 230 kW, soit 313 chevaux. Donc ça c'est déjà assez suffisant au quotidien pour avoir une bonne capacité d'accélération, sachant qu'on va avoir 3 modes de conduite, éco, normal et sport. Ce moteur il est associé à une batterie LFP de 82 kWh et en gros ça va donner une autonomie théorique de 570 km.
Alors c'est bien une autonomie théorique, hein. Si on regarde notre niveau de consommation, il faut s'attendre à une centaine de kilomètres en moins. Nous par exemple aujourd'hui on était plus proche des 20 kWh au 100 sur notre essai et donc on pourra alors plutôt tabler sur un peu plus de 400 km sur une seule charge. Un niveau de consommation sur cette BYD qui reste assez correct d'ailleurs, on a une bonne aérodynamique et le véhicule fait tout de même plus de 2 tonnes. Et donc ça c'est classique hein, sur les voitures électriques avec le poids notamment de la batterie. Et sur la version transmission intégrale hein, qui est beaucoup plus puissante, il faudra tabler sur un peu moins d'autonomie, c'est logique, on est autour de 520 km selon la norme WLTP. Côté vitesse de recharge, hein, cette BYD Seal, elle peut encaisser donc jusqu'à 11 kW en courant alternatif et en courant continu sur une borne de charge rapide, elle peut atteindre 150 kW, donc ça reste un petit peu plus limité que sur une Tesla. Il faudra compter environ 37 minutes pour passer de 10 à 80%. Sentiment quelque peu mitigé à la fin de cet essai avec une copie qui oscille entre le très bon hein, sur la partie conduite heureusement et des aspects plus brouillons sur les équipements à bord où ces quelques bugs malheureusement rencontrés. Côté tarif, cette BYD Seal, elle démarre à 46 990 €. Donc ça, c'est tout juste sous le plafond hein, du bonus écologique. Mais elle a perdu l'accès à la principale aide à l'achat pour une voiture électrique en France depuis le 15 décembre 2023 et la mise en place du score environnemental. Même topo hein, pour sa principale concurrente, donc la Model 3, mais qui est quand même 5 000 € moins cher. Donc à voir comment cette BYD Seal, elle pourra grignoter des parts de marché aux champions de l'électrique, toute catégorie. Voilà, ce numéro spécial nouveauté Made in China d'En route pour demain est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.